Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité. On passe à revue ce qui se passe à l'horizon. Nous avons un invité pour cet Entretien Brut du jour. Il s'agit de Monsieur Mamadou Lassine Diarra. Il est expert en droits de l'homme. Il est le directeur exécutif de droits de l'homme au quotidien qui se dit DHQ. Monsieur Diarra, bonjour. Bonjour, chère madame. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Mandé TV. Un plaisir d'être sur votre plateau. Bienvenue. Et je suis accompagné du chroniqueur Choco. On pourrait dire ça du chroniqueur Choco parce que je vois qu'il a écrit Pacifique sur son t-shirt. Donc il est pacifique peut-être aujourd'hui. Il s'agit de Moussa Oulé Traoré, journaliste correspondant de Média Guinée. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Fadima, bonjour à la diaspora dans son ensemble et un bonjour particulier à l'endroit du ministre Sidiki Konaté, ex-ministre du Tourisme et de l'Autorité en Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui député du Mans et vice-président de l'Assemblée nationale. D'accord. Du côté de la Côte d'Ivoire, on salue tout le monde, tous les compatriotes maliens qui se retrouvent sur le territoire ivoirien. Alors, aujourd'hui, nous avons comme premier dossier, téléspectateurs de Mandé TV, il s'agit de l'arrivée de l'armée à Kidal. Monsieur Diarra, l'armée, enfin, est à Kidal. On a vu tout ce parcours de cette colonne de voitures blindées de Nofama aller conquérir le territoire de Kidal. Quelle observation, quelle analyse vous pouvez faire par rapport à cela? Permettez-moi d'abord d'exprimer ma satisfaction, mais avant qu'on ait une pensée pour toutes les victimes, pour toutes les pertes en vies humaines sur le chemin de la reconquête de Kidal. Enfin un ouf, puisque c'était un engagement fort des autorités de la transition de reconquérir la souveraineté nationale, c'est-à-dire restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, y compris Kidal, c'est-à-dire de Kaya Kidal. Donc c'est une des promesses fermes qui a été tenue comme ça, quand bien que le prix à payer a été assez élevé, mais la chandelle valait le coup. Seulement en termes de lecture maintenant, on dit d'abord bravo, mais il reste des questions qui méritent d'être posées. Ok. Et la pacification, en fait. Parce que maintenant, nous sommes l'armée à Kidal, c'est la liesse, parce que c'était un objectif, un défi à relever, un challenge, aussi bien aux yeux du monde et un défi personnel pour nos autorités. Donc, mais concrètement, et la pacification, parce que c'est ça le plus important. Une chose est de conquérir une localité et une autre est de pacifier la localité, de s'installer dans la localité sur le long terme et de sécuriser les personnes et leurs biens dans la dite localité sur le long terme. Parce que c'est ça en fait les grands enjeux. Bien avant l'arrivée de l'armée à Kidal, beaucoup d'analystes l'ont déjà vu, le plus important, le plus dur ne serait pas de reconquérir, d'arriver dans la ville, mais plutôt de rester, de parvenir à pacifier la ville. C'est ça le plus important et c'est ça le défi actuel. C'est ce que j'espère seulement que nos autorités ont eu à anticiper. Sinon, ils ont des stratégies certainement pour cela. Parce que quand on voit par expérience dans d'autres pays, je prends juste l'exemple de l'Afghanistan, où on a vu les Américains venir en Superman en Afghanistan. Tout à fait. Ils ont fait 10 ans, après par la suite on a vu comment ils ont quitté. Ces mêmes Américains, on les a vus arriver en Irak, après la chute de Bagdad, comment c'était, et la façon dont ils sont partis. Donc, dans la plupart des cas, dans le conflit, c'est ça. C'est pas conquérir une zone, une localité, mais plutôt s'installer dans la durée, dans cette localité-là, qui est le gros défi. Et maintenant, j'espère que nos autorités ont quand même réfléchi, sinon ils ont des approches, des stratégies pour cela. Certainement qu'ils vont maintenant appliquer la recette magique prônée par un de nos anciens présidents qui disait que la seule guerre qui vaille, c'est celle du développement. Donc, voilà ma lecture primaire de la situation d'abord. En tout cas, on observe tout ça de très près. Les médias maliens observent vraiment tout ça de très près. Moussa, l'arrivée à Kidal, vous avez dû sauter de joie quand même. Oui,
Peut-être ça va vous paraître un peu bizarre, et pendant que les gens sont dans l'euphorie, et moi je deviens un peu claustrophobe par rapport à cette nouvelle, parce que... par inquiétude par inquiétude, par peur. Vous savez, j'ai toujours étalé, j'ai toujours évoqué certaines situations par rapport à la prise de cette ville. J'ai toujours dit que la prise de Kidal n'est pas quelque chose de grand, parce que l'armée peut faire très facilement avec les soutiens aériens que nous avons, avec l'arsenal que nous avons actuellement. Donc, ça serait très facile. Mais pour moi, c'est la sécurisation, comme mon confrère Diarra vient de le confirmer. Vous savez, j'ai suivi un reportage hier à l'RTM, permettez-moi d'évoquer ce cas. On dit que Kidal, dans la ville de Kidal, à la frontière algérienne, c'est 1000 km. C'est comme si Bamako Conakry. Donc, c'est un vide entre la ville de Kidal et la frontière algérienne. Et pourtant, le Mali partage plus de 2000 km de frontière avec l'Algérie et près de 1000 et quelques kilomètres de frontière avec la Mauritanie. Donc, c'est une bande de plus de 3000 et quelques kilomètres, soit 6 ou 12 fois la Guinée. Maintenant, comment nous pouvons sécuriser maintenant cette zone avec l'effectif que nous avons, avec les moyens que nous avons? Donc, ça va finir toujours par ces personnes qui pensent qu'il faut aller à la table, parce qu'aujourd'hui, quand même, nous avons gagné la bataille et non la guerre. Donc, nous avons gagné la bataille. La bataille, c'était de s'installer, c'était de rentrer. Ça fait plus de 11 ans que le Mali n'avait pas mis pied à Kidal. Le Mali n'avait pas le contrôle maintenant de cette ville stratégique du nord, Kidal. Mais aujourd'hui, nous avons la situation en main. Mais maintenant, là, il faut appeler les partenaires, les frères d'armes, donc autour d'une table pour une éventuelle négociation par rapport maintenant à la gestion de la ville, pour ne pas qu'il y ait encore d'autres déstabilisations de cette ville. Parce que ceux qui sont dans l'euphorie, le peuple, aujourd'hui, on va dire, on va mener la guerre, on va mener ceci, cela. Mais aujourd'hui, nous, on ne connaît pas la guerre, nous ne sommes pas militaires. Mais ceux qui sont militaires, les généraux, les commandants, les colonels qui sont maintenant, qui sont partis dans les pays pour mener la guerre. Maintenant, on a toujours su que chaque guerre, derrière cette guerre, il y a toujours une négociation derrière. Donc, le rapport de force nous a permis aujourd'hui peut-être de faire appel à ces partenaires, ces signataires d'accord d'Alger, de revenir sur la table. Maintenant, là, peut-être nous allons mettre seulement des lignes rouges non négociables, pour dire que bon, cette ligne-là est non négociable, cette ligne est non négociable, mais tout le reste là, c'est négociable. D'accord. Vous pensez que les négociations doivent se faire maintenant, ou bien il est un peu trop tôt pour ces négociations? Parce que on a quand même vu ces belligérants faire des communications intenses en disant que leur stratégie était de se replier avant de revenir. Est-ce que c'est du bluff ou c'est réel? Effectivement, c'est cela que j'allais évoquer. Vous savez, on est entré à Kidal. Mais est-ce que réellement il y a eu la bataille de Kidal, la bataille tant attendue dans la mentalité, dans la tête du Malien? Ce n'était pas le cas. Comme ils l'ont dit, ils sont éparpillés. Donc ça veut dire ils sont pas avoués vaincus en fait. Ils ont abandonné, ça fait partie des stratégies de la guerre. Abandonner une position, c'est réorganiser et puis revenir. Je peux dire, si on transpose d'une certaine façon, le Mali a fait son repli tactique et maintenant nous sommes revenus. Eux aussi, ils sont dans cette dynamique. Maintenant, comment faire? Ce que mon confrère Traoré vient d'évoquer, c'est ça en fait. Toutes les guerres finissent par les négociations. Il y a pas la deuxième guerre a fini par une négociation. C'était la guerre la plus meurtrière. Donc, entre nous, qu'on trouve les voies et moyens pour en discuter. Parce que tout ce qui est certain, ceux qui sont éparpillés, ils seront dans la logique de se battre toujours, mais comment le système de guérilla. Et c'est ce qui est très grave en réalité. Parce que si on ajoute les éléments du CSP qui sont éparpillés, il y a des groupes terroristes qui sont également dans la nature, dans la région, même s'il y a une coalition non officielle entre eux, maintenant cette coalition sera certainement officialisée et qui va nous ramener peut-être au scénario de 2012, c'est-à-dire qu'une coalition terroriste, groupes armés.
Ce qui n'est pas du tout notre souhait. Parce que nous, on veut au moins discuter avec les groupes armés. On peut discuter avec les groupes armés, mais pas avec les terroristes. Donc, ils ne sont pas mis hors de combat. Ils l'ont déjà dit. Ils sont repliés. Et ce qui est très grave, parce que maintenant, il nous faudrait trouver des astuces, des voies et moyens quand même. En cas de contre-attaque, voilà. Pouvoir vraiment se battre. Voilà. C'est ça qui serait un peu difficile, parce que moi j'ai évoqué le cas, c'est très simple, parce qu'il faudra que d'abord l'aviation malienne parvient à parcourir au moins les 3000 à 5000 km par jour et à 2 fois par jour. Est-ce que nous avons les moyens? Vous savez, je m'en vais donner toujours. Vous savez, moi, je fais toujours un peu de comparaison par rapport à certaines situations pour essayer de trouver la solution à mes problématiques. Ça, cela veut dire quoi? Et si vous regardez par exemple le Nigeria, un pays aussi vaste que le Nigeria, et qui a peut-être les militaires, je ne sais pas, l'armée nigériane maintenant est tellement importante, ils ont les logistiques, d'abord c'est le premier pays économique de l'Afrique de l'Ouest. Mais jusqu'à présent avec Boko Haram, Nigeria ne parvient pas à vaincre ce groupe terroriste. Donc c'est très difficile de vaincre, parce que les terroristes là ne sont pas seulement des hommes ordinaires que vous voyez, ils ont encore un réseau, c'est un cartel. Donc ils ont leur réseau qui les finance, qui les soutient, et tout ça là. Et quand M. Diarra dit que c'est un repli, oui, c'est un repli. Maintenant, à plus de combien de kilomètres? Parce que les zones là, on a vu, ce sont des zones de oasis. Nous, on ne peut pas contrôler tout, on n'a pas cet appareil. Et nous n'avons pas de satellites. Même si nous avons des satellites, pour pouvoir contrôler des terroristes, c'est très difficile. Tout ce que nous pouvons le faire, c'est d'appeler les mouvements signataires de l'accord d'Alger pour essayer de discuter, maintenant comprendre la situation, peut-être transférer certains pouvoirs à Kidal pour essayer encore de faire. Parce que moi j'ai vu la vidéo de Kidal hier. C'est une ville qui ne ressemble même pas. Même Kangaba est mieux que Kidal. Si vous, en termes, Kangaba qui est un arrondissement, est mieux représenté que Kidal, la ville de Kidal. Mais ce n'est même pas, quand vous regardez Kidal comme une région... Je ne crois pas que vous avez pu voir tout Kidal avec ces vidéos. C'est tout Kidal qu'on a vu. Moi, j'ai vu des vidéos de Kidal, j'ai vu quelques vidéos circuler où on voit carrément des palais en plein désert. C'est ce que j'ai dit, il y a palais, il n'y a personne. C'est ça le problème. Il y a palais, il n'y a personne. C'est une ville très stratégique. Peut-être c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est que l'armée malienne, parce qu'il ne faut pas que les gens se cachent derrière les propos belliqueux pour essayer d'enfoncer encore, parce qu'il y a certains qui disent que oui, Assimi est devenu empereur, Assimi est devenu ceci, cela, oui, il a promis, il l'a fait. Assimi était au nord, il comprend la situation du nord du Mali, et ce que les Français faisaient. Nous ne sommes pas francophiles, mais nous pensons quand même que toutes les têtes réfléchies comprennent réellement que Kidal, il faut la négociation avec les mouvements signataires, avec tous ceux qui sont maintenant tous ceux qui sont épris de paix, donc peuvent venir sur la table de négociation avec les mouvements signataires. Mais cette fois-ci, la donne va changer parce que nous sommes en rapport de force. Donc ce n'est pas aujourd'hui la France qui va dicter ou l'Algérie qui va dicter, c'est le Mali qui va dicter maintenant ces lignes, et il faut le faire pour pouvoir en finir avec cette guerre de Kidal. Mais après ça là, si on ne fait pas ça là, on va faire encore une autre dizaine d'années pour se retrouver aussi dans la même situation. On ne le souhaite pas, mais entre-temps, il y a une stratégie ou bien il y a une certaine ligne qui se dégage assez rapidement. Je ne sais pas si M. Diarra a eu le temps d'observer ça. Il s'agit par exemple du partenaire. On a un partenaire qui n'est pas quand même un partenaire... vain, hein, c'est les Russes, ils ont l'art de la guerre, l'art du combat, ils sont militairement équipés, et puis il y a aussi eu cette alliance qui a été récemment mise en place entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour justement sécuriser la zone des 3 frontières. Est-ce que cela ne va pas un petit peu jouer sur la donne? Vous savez, le contexte du conflit, d'abord il faut tenir compte que une guerre ou n'importe quel conflit, ça demande des ressources. Nous avons un partenaire aujourd'hui. Ça, c'est les instructeurs russes qui sont avec nous sur le terrain. Mais ces instructeurs-là, ils sont là à titre pro bono, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'ils vont rester jusqu'à quand? Pas indéfiniment, pas éternellement, ce n'est pas possible. Parce que ça demande d'être entretenu.
il faudrait savoir qu'à un moment donné, ça avait été évoqué, c'est le Mali qui va faire cette guerre. Aujourd'hui, nous sommes à Kidal. Maintenant, s'agissant de la pacification ou de la sécurisation de la région, forcément, cela va revenir au Mali. Parce que si on doit compter sur les partenaires russes, à un moment donné, il faut savoir que c'est des ressources. Est-ce que nous avons toujours une source de ressources inépuisable pour entretenir cela? Je ne pense pas. Ça, c'est un aspect. Maintenant, par rapport à la coalition signée entre les 3 États, c'est très bien. Au moins, il y a une volonté d'union qui est là. Mais malheureusement aussi, ça, c'est des coalitions qui requièrent, dont le fonctionnement exige des finances, c'est-à-dire que de l'argent, de l'économie, ça demande des ressources. Est-ce que ces 3 pays-là ont des ressources pour faire fonctionner il y a une volonté politique qui est là, mais est-ce qu'il y a les ressources économiques pour soutenir cette volonté politique? Si tel n'est pas le cas, je me dis, bon, ça va faire effet pendant un bout de temps, mais réellement, je crains que ça ne soit comme à l'image d'autres regroupements qui ont vu le jour par le passé, mais qui ont disparu aussi, faute de moyens pour supporter les coûts. Donc c'est là un des grands défis par rapport à cela. La volonté politique, elle est certes bien, mais concrètement, ce qu'il faut pour matérialiser cette volonté-là, je ne pense pas que nous l'ayons. Ce qui fait qu'une fois de plus, certainement, comme Moussa l'a dit, et qui est toute la solution, c'est de trouver une solution réelle et durable entre Maliens. D'accord. Moussa, par rapport à ça? Oui, je m'en vais d'abord vous répéter cette fameuse phrase de l'ex-président malien Alpha Oumar Konaré qui disait en Côte d'Ivoire en 2000 que pour un problème politique, il faut des vraies solutions politiques, pas de faux fiants. Ça, c'est évident. Donc, nous sommes, la guerre du Mali, au nord du Mali, c'est une guerre politique, purement politique. Ce ne sont pas des rébellions, hein. Ce sont peut-être, il y a des terroristes par-ci, et on a commencé avec les terroristes, maintenant on a fini avec les séparatistes, et tout ça là, jusqu'à ce qu'il y ait eu la signature des accords. Cela veut dire que nous avons quitté sur la base de la guerre, et nous sommes venus maintenant à une idée très politique. Donc, pour un politique, il faut quand même un règlement politique ou une résolution politique. Ça, c'est évident. Donc, maintenant, aujourd'hui, beaucoup des acteurs politiques aujourd'hui au Mali pensent qu'il faut aller à la table de négociation. Ça, c'est évident. Ce sont des personnes qui ont fait des grandes études et qui connaissent mieux comment faire les résolutions politiques. Mais on ne peut pas maintenant écarter avec les revers de main maintenant toutes les propositions émanant d'un homme politique au Mali. Parce qu'on a l'impression qu'au Mali, actuellement, un politique n'a plus droit à l'erreur, à parler ou bien à dire, à penser donc, sur la situation politique au Mali. Parce que donc, on a vu que les politiques ont échoué selon la population maintenant qui ne sait pas ce qu'elle fait. Donc, mais ce sont des politiciens, ce sont des gens qui ont fait des études et ce sont des gens qui connaissent la solution des problèmes donc, auxquels nous sommes confrontés. Donc moi quand même, je dirais plutôt qu'il faut quand même une volonté politique pour aller à la table et pour trouver une solution politique à cette situation du nord du Mali. Aujourd'hui, quand même, nous sommes très contents et très contents même que l'armée malienne soit à Kidal, enfin, après plus d'une décennie maintenant d'absence. C'est très bon et nous avons montré quand même nos muscles et ça a démystifié encore certaines situations parce qu'on nous avait dit qu'il y avait une colonne d'armée maintenant qui se dirigerait vers le Mali jusqu'à ce que Diongouna Traoré a appelé François Hollande pour eux, mais ce n'était pas vrai. C'était seulement une désinformation pour essayer maintenant de faire appel à la France. Et la France est venue avec son fameux opération Serval, qui n'a rien fait de plus. Et l'aménagement plus aussi, les Barkhane, maintenant, ils ont fait plus de 10 ans. Peut-être ils n'ont pas pu combattre contre les rebelles. Mais ce que les Maliens ne comprennent pas aussi par rapport à cette situation, et c'est ça, la force onusienne n'est pas venue pour combattre contre les rebelles, mais une force d'interposition. Parce que certains disent que non, l'aménagement a échoué. L'aménagement avait son programme, une force d'interposition. Mais je ne parle pas aussi de la politique parce que moi-même, je questionne cette politique de l'intervention de l'aménagement. Je ne cautionne pas et je n'ai jamais soutenu. Mais l'aménagement n'était pas venu dans le cadre de se battre au Mali. Maintenant, ceux qui pouvaient se battre, Alpha Condé l'avait toujours dit, il faut que les Maliens eux-mêmes, il faut que les Africains eux-mêmes, maintenant se battent pour pouvoir libérer. Maintenant, le Kidal est libéré.
on est content, mais ce n'est pas totalement libéré parce que tant que les acteurs, les responsables de Kidal, les coutumiers ne se sont pas maintenant réunis autour d'une même table pour pouvoir parler maintenant de leurs différends et de leurs problèmes pour qu'enfin l'État malien puisse trouver une solution à leurs problèmes. Jusqu'à présent, Kidal n'est pas sorti de l'impasse. Ok. Le Nord, quand même, l'arrivée à Kidal et les populations, on n'a pas encore vraiment entendu ces populations-là, leur avis. On a vu beaucoup brandir les drapeaux par joie, manifestement, à montrer leur soutien aux femmes. Mais les réels politiques, la question qu'on se pose aujourd'hui, je pense que peut-être les économistes vont nous éclairer là-dessus, c'est qu'il y a la politique qui se dégage et il y a aussi l'économie qui doit se dégager quelque part. Par rapport à cela, c'est très simple. Les régions du Nord en majorité vivent de trafic et de contrebande. Ça, c'est de Tombouctou jusqu'à Kidal, la plupart. Parce que c'est des marchandises trafiquées qui viennent via la Mauritanie, l'Algérie et un peu du Niger. Donc, ça, même de la Libye et du Tchad, hein, ça passe les différentes frontières pour arriver. Donc quand on tient compte de tout ça, économiquement, on sait que c'est des régions qui dépendent du trafic. Est-ce que la question, est-ce qu'ils seront dans la dynamique de se défaire en fait de cette habitude de trafiquants de matières premières, disons, de produits de première nécessité? Parce que c'est de cela qu'ils vivent, la majorité. Et même ceux qui étaient dans les groupes armés. Généralement, les barons des groupes armés, ce sont des grands transporteurs, comme ils l'appellent entre guillemets, chez eux, transporteurs. C'est-à-dire, vous avez quelques BJ, vous faites le transport de matières premières, donc, disons, de denrées de première nécessité, et vous êtes sollicité parce que vous avez de la ressource, vous avez de la richesse. Donc, vous êtes écouté au sein de votre communauté. La question qui se pose est que, est-ce que ceux-ci-là, parce que ce sont eux, en réalité, qui représentent beaucoup la communauté. Vous savez, dans la plupart des cas, dans des localités du Nord, il y a une société fortement féodalisée. Ça, il faut tenir compte. Même, on n'en peut pas entendre parler beaucoup de gens, parce que nous, on aimerait entendre surtout les notabilités, surtout ceux qui ont voix, ceux qui représentent les communautés, ceux qui ont de la voix. Si eux, par exemple, ont leur témoignage, quelle est leur position par rapport à cela? Mais d'après certains échos, beaucoup de parmi ceux-ci-là sont partis vers d'autres pays, notamment vers l'Algérie. D'après certaines informations, il y a certaines familles qui ont migré, parce que normal, bien avant la crise, ils avaient des familles, des répondants en Algérie. Ça, c'est pas lié à la crise ou autre, parce que c'est des parents qui... La proximité, voilà, la proximité font qu'ils ont des familles dans ces localités-là. Donc, beaucoup sont partis. Alors, si tel est le cas, est-ce que ceux-là qui sont restés réellement sont les voix avec lesquelles... sont les voix qui parviennent à discuter pour une paix durable? C'est la grande question à ce niveau-là. Parce que ce sont eux qui ont les ressources. Économiquement, forcément, la zone serait impactée parce que beaucoup de ceux qui soutiennent l'économie locale sont en déplacement. D'accord. Moi, je dirais même que le trafic qui se fait facilement, on a cette observation sur la Mauritanie, l'Algérie, mais c'est même au-delà. Il faut se poser la question par rapport à la Libye. La Libye, dans cette crise, a eu un poids énorme avec la chute de Kadhafi que souvent on oublie un petit peu, Moussa. Oui, vous savez, moi j'avais suivi un reportage, ça va sur quelques scènes, sur cette route au nord du Mali. Vous savez, selon ce reportage, il y a 27 routes entre le Mali jusqu'à Libye. Vous ne pouvez pas rencontrer ni une autorité, vous ne pouvez même pas traverser une ville. Il y a ces routes-là, tellement que la partie est tellement vaste, est très vaste, 27 routes clandestines, où les trafics maintenant illicites de toutes sortes de choses, maintenant qui quittent Kidal ou au nord du Mali pour aller en Libye, ou qui quittent en Libye pour venir au nord du Mali. Vous savez, cette bande était contrôlée par des personnes illicites avec des trafics illicites. Ça, quand même, c'est très évident. Maintenant, je m'en vais rebondir un peu sur ce que mon ami
Diarra vient d'évoquer par rapport à la situation, à la pauvreté du nord du Mali. Vous savez, moi, je ne vois pas un peu comme les autres voyaient. Vous savez, le nord du Mali est une zone non seulement pas agro-pastorale, mais en tout cas, c'est une zone à potentiellement très fort en élevage. Il y a beaucoup de choses, parce que beaucoup de choses maintenant quittent au nord du Mali, que ce soit les bovins, que ce soit les caprins, qui quittent au nord du Mali. Maintenant parce que quand on dit que le Mali aujourd'hui est le premier pays exportateur de bovins ou de caprins, c'est le nord du Mali. Ça quand même, il faut même pas nier cela. Maintenant, deuxièmement, ce que les autres pays ont fait. Par exemple, il y a certaines régions qui sont riches en sous-sol par rapport à d'autres régions dans tous les pays, et c'est comme ça. Par exemple, en Guinée, ce qu'Alpha Condé avait fait, il a pris les dividendes de toutes les sociétés minières. Maintenant, il les regroupe, il les divise maintenant en deux. C'est-à-dire les 15% de toutes les sociétés, maintenant, il partage entre les régions. Cela ne veut pas dire que ce que Kayi génère comme ressources, ça va se limiter à Kayi. Non, on va ajouter. Maintenant, les 15% des dividendes des sociétés minières seront répartis équitablement entre les régions. Cela va permettre non seulement Kati peut épauler un peu Kidal, et Kidal à son tour aussi, malgré les maigres moyens, maintenant si vous les associez et divisez en deux, peut-être ça va servir quelque chose. Donc c'est une volonté politique et pour pouvoir développer le nord du Mali. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de ressources minières là-bas, donc on peut rien faire. Maintenant les ressources peut-être du sud peuvent permettre au nord de se développer et les ressources du nord aussi peuvent permettre au sud encore de décoller un peu. D'accord. En tout cas, avec l'armée à Kidal aussi, il y a la migration. Hein. Il y a beaucoup c'est un trafic migratoire qui est là. C'est une autre politique aussi à pouvoir mettre en lumière. Par rapport à ce que ça vient de dire, vous savez, quand on discute avec certaines personnes, notamment les notabilités de la localité, et j'en ai eu l'occasion, plusieurs témoignages qui ne se connaissent pas m'ont tenu à peu près la même, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné la même version, comme si c'est une dictée qui circule dans la zone. Ils disent, est-ce que vous savez que nous sommes dans le commerce transsaharien? C'est-à-dire, ils ne vous parlent pas. Par exemple, vous parlez d'élevage, c'est bien, mais sont eux encore, ceux qui sont des commerçants, ceux qui sont dans le trafic, sont eux en réalité qui sont les propriétaires de bétail encore. Tout le problème est là. Mais ils disent, est-ce que vous savez que nous sommes dans le commerce transsaharien? Je dis, c'est-à-dire, ils disent, en 6e année fondamentale, on vous a expliqué, le commerce transsaharien, dans le temps, c'était le selgem, le caravanier, là, c'était le chameau, voilà, le chameau, le selgem. C'était même jusqu'en Égypte. Voilà. Donc, ils disent que c'est la même chose. Et dans leur tête, c'est la même chose qui continue. Seulement, c'est la marchandise et le moyen qui ont changé. La marchandise, ce n'est plus le selgem, c'est la drogue, c'est tout ce qui va avec. Le moyen de transport a changé, ce n'est plus le chameau, c'est les BJ. Et dans des régions différentes... Et parfois les avions même. Voilà. Donc, ils sont dans cette dynamique-là. Pour eux, c'est-à-dire, quelles que soient les richesses qu'il y aura chez eux, il faudrait être dans le trafic-là. C'est un sentiment de plaisir. C'est culturel. C'est culturel, en fait. Culturel. Voilà, parce que, imaginez quand nous, on a en tête que le Mali est un pays agro-pastoral. Agro-silvo-pastoral, bon, même pas agro-pastoral. Ça, c'est de façon classique. C'est la même chose. Donc, quoi qu'il soit, le Malien se sent dans ça. Eux aussi, ils se sentent, en fait, dans cette dynamique. C'est ce que j'ai compris en eux. Alors là, pour vraiment démentaliser et pouvoir mettre en place une politique... Voilà, il faudrait qu'il y ait d'autres opportunités réelles qui comprennent que... pourquoi pas une usine de transformation de viande, on a vu avec le Tchad la semaine passée. Ils peuvent le faire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités là-bas. Je suis entièrement d'accord, hein. Il y a beaucoup d'opportunités là-bas, mais malheureusement qui ne sont même pas, je ne dirais même pas sous-exploitées, qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas mises en valeur. Et ça, c'est un problème majeur qu'il faudrait... Or, si on veut réellement stabiliser la zone, il faudrait au moins faire de cette qu'on ait une politique économique, c'est-à-dire une politique d'intéressement économique des populations qui sont là-bas. En fait, ça c'est facile. Bon, je ne dirais pas que c'est facile, hein, parce que, en tout cas, ça c'est une possibilité pour l'État, faire en sorte, parce que c'est pas la majorité qui est dans le trafic. Certes, ils sont dans une société féodalisée, où certaines personnes ont plus voix au chapitre que d'autres. Maintenant, faire en sorte que la grande masse, cette majorité de population, cette majorité au sein de la population puisse avoir des opportunités économiques pour se défaire certainement du trafic. Ça pourrait vraiment faciliter les choses. Ça va non seulement empêcher, disons, réduire le retour, sinon
rend difficile l'enrôlement dans les groupes armés et également même dans leur migration vers les groupes terroristes et leur déplacement vers d'autres pays. Parce que quand on voit, enfin, en tenant compte un peu de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé par exemple? Vous avez parlé de la Libye. On se souvient que d'après beaucoup d'études et d'experts nationaux, lorsqu'à vers les années 84, certains Maliens ont commencé à migrer pour aller vers la Libye, certains des officiels maliens ont attiré l'attention. Ils disent que, attention, ceux-là sont en train de partir en Libye, ils vont apprendre le métier, ils sont en train d'aller intégrer l'armée. Ils ne connaîtront que le métier de la guerre. Et le jour où ils vont venir dans notre pays, c'est pour nous déstabiliser. Quelle politique pour leur retour? Ils sont revenus, on n'a pas pu trouver de solution pour eux parce qu'on ne pouvait pas trouver de solution pour eux. Ils sont venus à l'improviste suite à une catastrophe, je dirais. Donc, on n'était pas préparé pour les recevoir. Eux aussi n'étaient pas préparés pour revenir. Donc, quand ils sont venus, eux, ils ne connaissant que le langage de la violence et puis comprenant que, disons, le langage des armes, parce que c'est ce qu'ils ont appris, et ayant l'opportunité de faire du trafic, donc, ils se sont dit, bon, voilà, on peut se faire fortune. Maintenant, comment déconstruire cette habitude, cette mentalité? Il faudrait créer réellement de nouvelles alternatives économiques pour les populations locales qui sont là-bas et faire en sorte, au moins, couper le cordon entre eux et puis ceux qui détiennent déjà le pouvoir économique dans la région. C'est surtout cela. D'accord, merci beaucoup, M. Diarra. En tout cas, affaire à suivre de très près. On va essayer de voir tout ça, comment cela va évoluer, comment les accords ou bien les discussions pourront notamment se remettre en place. Donc ce dossier, téléspectateurs de Mandé TV, on le met de côté parce qu'il est toujours à suivre. Le deuxième dossier que nous avons sous la main, c'est un dossier qu'on a depuis des semaines. Il s'agit de la situation de l'EDM et des délestages qui n'en finissent pas. Oh là là. Du tout, du tout, du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jusque-là, après la sortie de Madame la ministre, on est toujours dans le noir, dans l'obscurité. On essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. On dit aux Maliens de patienter. On patiente, mais les semaines passent, les portefeuilles s'amaigrissent, les budgets d'énergie des consommateurs commencent à se vider. Moussa. Oui, après une première promesse, le 30 septembre, si j'ai une bonne mémoire, on nous dit que le 30 septembre, c'est fini, on aura le courant 100%. Après le 30 septembre, ça s'est aggravé. Donc, et après, Madame la ministre du Courant a parlé. Elle a évoqué certaines situations. Donc, je répète ici de l'énergie et des mines. Hein. Bon, c'est oui, parce que elle s'occupe du courant aussi. Donc, oui. Je coupe court. Donc maintenant, elle a fait cette sortie, d'où l'appellation Eden Gate. Donc, parce que 6 milliards sont dans l'abîme, on ne comprend rien. Donc, qui a mangé et qui a eu le contrat, le marché a été octroyé à qui? Jusqu'à présent, on ne sait rien. Donc, tout ce qui est autour de ça là. Donc, c'est pour dire que jusqu'à présent, on ne nous a pas dit la vérité réelle sur ce problème énergétique au Mali. Mais quel est le problème? Jusqu'à présent, on s'interroge. Est-ce que c'est un problème politique? Donc, qui a été peut-être depuis plus de 30 ans, il n'y a pas eu une mise à jour politique sur l'énergie du Mali. Ou bien non, peut-être suite au départ de partenaires stratégiques comme la France par exemple, est-ce que c'est ce qui a amené? Ou bien maintenant la sanction inhumaine, peut-être comme le qualifient nos autorités, inhumaine, illégitime, maintenant que la CEDEAO nous a infligé, peut-être est-ce que ce sont ces sanctions-là qui seraient la cause réelle de nos délestages? On ne comprend rien. Mais en tout cas, on a vu le ministre sortir justement, oui, qui a évoqué ça. Oui, on a vu notre très cher ministre Maïga
ministre de la Défense, qui a fait une sortie hier sur... De l'administration territoriale. De l'administration territoriale. Oui. Ou notre ministre Maïga. Bon, ça se comprend. En tout cas, c'est peut-être un défenseur le ministre du gouvernement. Du communiqué. Voilà. C'est lui qui a habilité maintenant à faire du communiqué. Depuis que le Premier ministre a fait ce communiqué, là, cette adresse-là, à la tribune de la Nations Unies, peut-être on a dit à notre Premier ministre, peut-être toi aussi, tu vas t'arrêter. On a notre interlocuteur qui est le ministre Abdel Maïga. Donc, il a fait une sortie hier. Moi, quand même, je ne comprends pas ou je n'ai pas compris. Non seulement il a fait ce communiqué, et dans ce communiqué, moi, je relève peut-être une partie. Il dit le gouvernement de la transition salue la résilience historique et héroïque du peuple malien, peut-être qui a subi beaucoup de choses. Maintenant, pour pouvoir ne pas soutenir la transition. Mais au-delà de cette phrase, il dit que malgré les délestages, parce qu'il a cité un certain nombre maintenant de paramètres maintenant qui font qu'il y a eu des sabotages, il y a eu ceci, cela, mais il y a eu des délestages. Mais ces délestages, moi, en tout cas, je n'ai pas compris le mot délestage. Comment le mot délestage peut se retrouver dans ce lot? Cela veut dire que le ministre est en train de trouver un pan de suite par rapport à ce délestage, ou trouver des excuses pour essayer de montrer que le délestage là n'est autre que de sabotage lié peut-être au départ des Français ou lié maintenant à la sanction infligée par la CEDEAO. En tout cas, je ne comprends rien. Il faut que le ministre, peut-être le ministre ne veut pas reconnaître, parce qu'en ma qualité d'analyste, moi je dirais toujours que ce sont des politiques qui ont échoué par rapport à cette question énergétique du Mali, qui pouvait être réglée depuis dans les années 90, puisqu'il y a une certaine chose, maintenant il ne faut pas que ces choses-là soient à la merci de tes voisins. Cela veut dire quoi? L'énergie de ton pays est une dignité. Nous voulons une souveraineté. Et notre souveraineté, l'énergie fait partie de notre souveraineté. Et notre souveraineté, une partie de notre souveraineté se retrouvait dans les mains de nos voisins, des Ivoiriens. On a compris que peut-être après les sanctions de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire nous a coupé leur courant. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation de délestage qui ne dit pas son nom. Donc, on ne peut pas dire ça à la population. Peut-être, moi, je ne suis pas expert, je n'en connais pas beaucoup dans cette situation, mais en tout cas, en ma qualité d'analyste, moi, je dirais plutôt, jusqu'à présent, les autorités maliennes ne nous disent pas la vérité sur cette situation énergétique au Mali. D'accord, merci beaucoup Moussa. C'est les grandes questions qu'on se pose. Il faudrait vraiment que ce dossier d'énergie du Mali soit assez transparent, soit assez clair, que la justice fasse son travail réellement. Et pour le bonheur des Maliens, les Maliens ne veulent autre que aspirer au changement, aspirer au bonheur et vivre dignement. Et ça passe aussi par l'énergie du Mali. Entre-temps, Monsieur Diarra, vous subissez aussi, comme tout le monde, ces délestages. Vous êtes observateur aussi, vous êtes de la société civile. Vous avez votre mot à dire. Après, vous avez dit que nous sommes dans le noir. Moi, je dirais, nous sommes dans des pertes économiques. Parce que généralement, quand on dit noir, j'entends le refrain classique, les gens se disent: non, on peut dormir dans le noir, nos ancêtres ont quitté le village. Généralement, c'est ce refrain-là qu'on entend dans le langage populaire. Parce que les gens n'arrivent pas à faire le lien entre l'électricité et le quotidien. Combien de personnes vivent de l'économie? Combien de ménages? Combien de personnes doivent la survie? Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. L'État, peut-être à un niveau, il y a des groupes électrogènes dans les services publics. Mais dans les entreprises privées, combien d'entreprises ont les moyens, les ressources pour s'offrir un groupe électrogène et s'alimenter en électricité? Combien d'entrepreneurs ont les moyens de s'offrir un groupe électrogène pour faire tourner son entreprise? J'ai vu par exemple un jeune qui a perdu en une journée 1 700 000 dans ses poulets de chair. Pourquoi? Parce que tout a été périmé. Donc, faisons le lien direct entre l'économie d'abord, parce que généralement, c'est ce que les gens se comprennent. Tant qu'on ne voit pas que ça touche à notre assiette, on ne voit pas. Juste pour que vous compreniez, nous, en fait, la société civile, notamment évoluant sur les questions des droits de l'homme, je le dis, l'énergie, le droit à l'électricité fait partie des services sociaux de base. C'est un droit. Imaginez, par exemple,
un hôpital, je prends juste un exemple, si on veut, je peux donner le nom d'un centre de santé de référence, où une personne, quand même, ça je peux témoigner parce que j'ai été, lorsque j'ai pris l'information, si réellement au moment des faits, il y a eu coupure et que le groupe électrogène n'a pas fonctionné. Il s'avère qu'une personne est décédée parce qu'il y a une coupure d'électricité. Et au moment où il y avait coupure, le groupe électrogène était en panne et une équipe de maintenance était là en train de réparer le groupe. Donc, vous voyez ce que ça fait. C'est-à-dire, coupure d'électricité, le groupe est en maintenance. Donc, le générateur n'a pas pris la relève qu'il était censé prendre lorsqu'il y a en cas de coupure d'électricité. C'est juste pour faire comprendre que ça, c'est un exemple pratique. Le lien entre l'électricité et la santé. Est-ce que si il n'y avait pas coupure d'électricité, le problème, cette personne qui est décédée, parce que les médecins n'ont pas pu faire correctement leur travail pour manque d'électricité, cette personne allait certainement survivre. On va me dire, c'est le destin, la fatalité, ou bien Dieu. Je me dis, allons au-delà de cela. Donc, l'électricité, en fait, il y va de notre survie. Moussa il dit que ça fait partie de la souveraineté. Effectivement, l'électricité, c'est un instrument de souveraineté. Ça fait partie de notre économie. Ça dit que ça nous permet de vivre en réalité. Donc, d'abord, ça c'est de façon générale faire le lien entre notre quotidien et faire savoir que réellement nous souffrons. Moi, je suis dans l'AC ici. Je dis, c'est une ruelle qui nous sépare de la centrale énergie. Mais je vous dis, de 8 h aujourd'hui, où nous sommes, jusqu'à 15 h quand je quittais le bureau, on n'avait pas d'électricité. Donc ça veut dire que je suis obligé de travailler le soir. C'est juste pour faire comprendre quelle perte économique ça en génère. Et si je dois travailler le soir, est-ce que j'aurai l'électricité à domicile la nuit pour pouvoir le faire? Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, on quitte ce cadre. Par rapport à la sortie du ministre, sincèrement, moi, je me dis, elle n'était pas la personne la mieux indiquée pour sortir. Parce que quand une sortie n'est pas pour apporter une réponse à un problème, donner la solution à un problème, moi je me dis, il fallait laisser les techniciens venir expliquer réellement quel est le problème de l'énergie. Parce qu'on nous dit que c'est des problèmes liés à des groupes électrogènes, il y a eu des groupes qui ont été achetés. Et des vols de citernes de carburant. Des vols de citernes. 13 groupes électrogènes livrés sur 25 qui ont brûlé à l'essai. Attendez, moi je me dis, qui a réceptionné ces groupes? Qui a acheté même ces groupes? Qui a réceptionné d'abord? C'est la grande question des Maliens. On ne sait pas à qui le marché a été attribué. Pourtant, si c'est de l'argent du contribuable malien, devoir de redevabilité oblige, on doit dire, bon voilà, c'est telle société. On ne demande pas de dire le nom. Au moins, qu'on sache qui a bénéficié, ou bien qu'on voit au moins sur le site de la Direction générale des marchés publics le contrat d'achat de ces groupes, c'est-à-dire que l'accord d'achat de ces groupes. Au moins, sur le site de la DGMP, allez-y faire un tour, sauf si on le met aujourd'hui. Ce n'est pas là-bas. Donc, ça devient un gros secret de polichinelle. Et maintenant, à qui profite, alors à qui profite ce silence autour de cela? À qui profite le silence? Parce que moi, j'aurais voulu... Est-ce que l'argent a été donné d'abord? Là aussi, c'est la question. Non, mais Moussa, même si l'argent n'a pas été donné... Déjà qu'on a livré... Du contrat, vous savez, tout peut se passer. Vous savez, plus le mensonge est gros, plus le Malien y croit. Voilà. Donc maintenant, tant qu'on n'aura pas dit telle société est bénéficiaire de tel contrat et les 6 milliards que Assimi aurait donné, parce que moi je mets au conditionnel, est-ce que l'argent d'abord est vrai? Ça quand même, moi aussi, j'en doute, parce que tant que la justice n'a pas interpellé une société ou interpellé une personne, maintenant dans l'achat frauduleux de ce fameux groupe électrogène, moi je dirais que l'argent n'a pas... Qu'on dise seulement aux Maliens, voilà, c'est telle société qui a bénéficié de tel contrat, ou bien c'est telle société qui a fait ceci. Comme vous le dites, je vous rejoins, par exemple, sur ce plan, qui ne sait pas que Securiport, par exemple... Aujourd'hui, les Maliens, ils aspirent à une certaine transparence. Justement, Securiport, par exemple, a été cité, et puis on a même appris, bon, voilà, on a appris par voie de presse certaines informations par rapport à tout ce qui se passe. On entend les personnes qui sont en train de défiler au niveau du pôle économique et financier, et ailleurs, même au niveau de la Cour suprême. Donc pourquoi pas de
communication autour de l'achat de groupes. C'est pourquoi je vous dis, moi je me dis, ça c'est un premier point. Maintenant, lorsque le ministre est sorti, elle dit, bon voilà, il y a eu 59 citernes. Mais en réalité, moi je me dis, qu'on nous dise concrètement, 59 citernes, quand j'ai fait le calcul, en prenant la tonne de citerne, ça dit 45 000 litres, ce qui fait 45 tonnes de carburant. 45 tonnes de carburant multiplié par le forfait hors taxe, c'est-à-dire à 300 000 francs, je me suis retrouvé dans l'ordre 59, multiplié par 59, je me suis retrouvé dans l'ordre de 790 millions de francs CFA qui disparaissent comme ça en 4 jours. Et silence radio, on ne sait pas. Mais par la suite, c'est-à-dire qu'on nous dise concrètement. Donc, c'est moi ce que je veux vous dire, mon analyse par rapport à la situation, au vu des éléments des éléments qui se représentent, c'est qu'on ne dit pas la réalité par rapport au problème d'électricité au Mali. Et selon, si je me réfère un peu à certains documents qui ont existé depuis bien avant cette transition, depuis plusieurs années, c'est que le Mali n'a qu'une seule ligne de transport d'électricité de Manantali à Balengue. On a reçu l'argent pour une deuxième ligne de transport, mais au lieu d'investir dans cette ligne de transport, on a plutôt fait renforcer un peu Balengue. Le reste de l'argent est parti où? C'est la politique de ce temps-là qui pourrait le répondre. Et c'est un prêt que la Banque mondiale a fait à l'État du Mali. Ces documents existent de façon officielle. Donc, nous sommes là. Pourtant, Manantali, tout le monde dit Manantali, Manantali. Et pourtant, à Manantali, on peut avoir de l'électricité parce qu'il y a des pays membres, actionnaires de Manantali, qui n'utilisent pas toute leur consommation. Tous les experts, tous les techniciens nous disent cela. Que, par exemple, la Mauritanie ne consomme pas toute sa partition de Manantali pour la simple raison que la Mauritanie bénéficie d'une part d'électricité à partir de l'Espagne, ce qui a même été confirmé par le ministre. Donc, ça veut dire que le reliquat, sinon la partie non consommée par l'Espagne, le Mali peut acheter ça. Mais malheureusement, pourquoi on ne l'achète pas? Même si on l'achetait, il n'y a pas de ligne de transport. C'est-à-dire que le transport, l'électricité aussi est transportée. La vétusté de ces infrastructures aussi, donc, il faut que tout cela soit éclairci. Selon certains experts de l'INVS, ça dit que la ligne de transport actuelle est surchargée. Donc, il faudrait impérativement en construire pour pouvoir transporter. Même si on avait de l'électricité à partir de Manantali, pour pouvoir nous servir, il faut impérativement construire une nouvelle ligne de transport. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point. Nous sommes approvisionnés à partir de la Côte d'Ivoire via une société. Et cette société, nous lui redevons, c'est-à-dire que, bon, comme toute entreprise, il y a les prêts, les accords qui sont là. J'achète à crédit, je vends et puis je vous rembourse, etc. Et malheureusement, il s'avère que cette société, selon certaines informations, est une société, est la succursale d'une société française, basée en Côte d'Ivoire. Et le lien est vite fait. On voit qu'il y a une émixtion entre l'économie et la politique. Parce que nous ne sommes pas en bon terme avec la France. Donc cette société aussi, qui était notre partenaire, qui est notre partenaire en Côte d'Ivoire, qui nous fournit en électricité, ne veut plus continuer parce que nous sommes en conflit avec... Voilà. Le lien est vite fait, quoi. Faisons le lien entre les choses pour savoir. Ça, c'est un deuxième aspect. Troisième aspect. Quand est-ce que les coupures d'électricité ont commencé vraiment à s'intensifier? Faisons le lien entre les différents... Depuis avec l'hivernage, les gens ils étaient même étonnés de voir que... Maintenant, le point de départ, quand est-ce que ça a réellement commencé? Oui, depuis qu'on a chassé l'ambassadeur français. Voilà. Ça dit, moi, je me dis, faisons le lien entre les choses. La transition, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Oui. Donc, quand on fait le lien entre les événements, on se rend compte que tout n'a pas été dit au peuple en réalité par rapport à cela. S'il y a des groupes qui étaient l'alternative, la bonne solution, moi j'aurais préféré au moins que ces groupes-là ne serait-ce les voir. On dit, bon, 13 groupes ont brûlé à l'essai. Très bien. Ces groupes ont brûlé à l'essai, je suis entièrement d'accord. Mais personne ne l'a vu. Ils ont été réceptionnés quand même. La personne a remplacé les groupes avec... Il y a une garantie de ces groupes non voilà, plus, il y a une on garantie, ne sait pas. Voilà. Si, d'après ce qu'on a compris, la personne s'est engagée à rembourser. Il y a 7 mêmes qui ont été livrés. Tout ça, c'est bien. Et on avait eu l'assurance que, bon, puisque ces 7-là étaient livrés, il y a eu les installations, il y a eu beaucoup de choses. Le lendemain, on devrait commencer à connaître une nette amélioration. Moi, j'ai fait le point, j'ai essayé de faire le nombre d'heures de coupure d'électricité à domicile, c'est-à-dire à mon domicile. J'ai demandé, bon voilà, chaque fois qu'il y a coupure d'électricité, marquez l'heure.
Et lorsque ça vient, c'est pour voir le nombre d'heures avant cette déclaration de nette amélioration et après cette déclaration de nette amélioration. Le constat est qu'il y a eu changement d'horaire dans leur coupure, mais pas d'amélioration. C'est cyclique, hein, c'est cyclique. Moi, en tout cas, je pense que tout le monde a regardé. On a minimum il serait bien 3 heures à 4 heures de coupure. Voilà. C'est énorme. C'est plus que ça. Je vous dis, c'est plus que ça. Je vous dis, de 8 heures à 15 heures. Oui. Parce qu'ils vont faire beaucoup de victimes actuellement au Mali, il faut se dire la vérité. Parce que le courant vient chaque fois à 0 heure pendant que les gens dorment. Parce que nous sommes dans une période de fraîcheur, pendant que les gens dorment. Il peut y avoir aussi des familles qui n'ont pas de lignes sécurisées. Et le courant vient avec une vitesse comme ça et ça peut provoquer des incendies. Effectivement, imaginons par exemple si on doit aller jusqu'au mois de mars comme ça, c'est-à-dire qu'en période de forte chaleur, ou encore dire au prêcheur, Fadima, cette fois-ci, nous, on n'a pas le ramadan, quand même, on va décaler le ramadan. Tant qu'il n'y a pas d'électricité. On ne peut dire la vérité. Parce qu'il y a un gars qui est là aujourd'hui, je ne vais pas dire ça. Parce qu'on ne peut pas, avec ces canicules qu'on trouve au Mali, c'est très difficile quand même de gêner avec ces chaleurs. Malheureusement, même si c'est possible de décaler le ramadan, il faut décaler parce qu'il y a des... Oui, ça on le sait. Avec des traorés. Des imams qui étaient habitués maintenant à rentrer dans des mosquées climatisées. Aujourd'hui, on ne va plus permettre maintenant aux imams, parce que les imams, souvent, quand on dit qu'il faut faire le Coran, maintenant à partir de 10h jusqu'à 16h, parce qu'il y a climatisé dans les mosquées. Mais aujourd'hui, et les imams, et nous allons lire l'air maintenant à cette lettre. Voilà, donc c'est pourquoi il est important, il serait important quand même qu'on trouve une solution à cette crise énergétique. Et en réalité, qu'on dise au peuple, voilà, c'est un problème qui est là. Et la solution réelle, tout le monde convient que... D'étaler tout. Voilà. D'étaler l'étendue du problème. C'est vrai, on ne peut pas tout étaler, mais... envoyer quand même des solutions. Bon, la solution, moi je le dis, chaque fois que j'écoute les différentes interventions, je me dis, on ne peut pas dire au peuple les vraies causes du problème. Et la solution, en réalité, nous ne sommes pas prêts à supporter ça. Moi je le dis clairement, pour la simple raison. Quand moi qui consomme par exemple 30 000 par mois, qu'on vient me dire, ok, pour que tu aies l'électricité 24H, il te faudrait payer le triple. Vous voyez ce que ça fait? Parce que l'État prend une partie et tout le monde convient. Il y a un ancien Premier ministre qui l'a dit. Aucun gouvernement n'a réellement payé à l'énergie la subvention qu'il lui doit annuellement. Aucun. Y compris lui, le sien. Il a été Premier ministre dans ce pays. Il l'a dit. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. En tout cas, la solution c'est quoi? Augmenter le coût de l'électricité, parce qu'on dit que l'énergie produit et vend à perte. Si tel est le cas, augmenter. Est-ce que nous sommes... On a augmenté l'électricité, mais on va augmenter quoi encore? Le salaire, bien entendu. Chers messieurs, on va essayer d'avancer, de crainte que le temps nous fasse défaut. Alors, nous avons téléspectateur Nomandé TV, monsieur Mamadou Lassine Diarra, qui fait un magnifique décryptage de l'actualité avec nous. Je répète ici, il est expert en droit de l'homme et directeur exécutif de droit de l'homme au quotidien. Moi, quand j'ai regardé ça et quand je me suis approchée, j'ai dit au quotidien. Il y a beaucoup d'observations, d'observatoires et tout, mais au quotidien, c'est les 24 heures. On me dit, voilà, qu'est-ce qu'il fait droit de l'homme au quotidien? Je dis, voilà, ne cherchez pas, c'est tout ce que nous sommes. Droit de l'homme au quotidien. Donc, H. À l'instant où nous sommes, et on a ce qu'on appelle les volontaires pour les droits humains qui font le monitoring, c'est-à-dire que l'observation de la situation. Ils scrutent tout, que ce soit les réseaux sociaux ou encore sur le terrain, les manifs, toutes les activités, tout ce qui a un lien avec les droits de l'homme. Et quand on dit tout ce qui a un lien avec un droit de l'homme, les droits de l'homme sont holistiques. Hein, ça touche à tous les domaines, ça dépend de l'application que vous faites. Donc on est dans tout ça et on suit. C'est pourquoi on produit ce qu'on appelle un rapport journalier et même hebdomadaire. Vous pouvez nous donner une petite définition pour nos téléspectateurs qui découvrent, qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Entre autres, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Quelle observation même vous faites? Donc, nous observons par exemple comment est la situation. Nous évaluons quotidiennement la situation de la santé. Est-ce que, conformément aux textes de loi, conventions et aux conventions, c'est-à-dire que les textes internationaux que le Mali a ratifiés, est-ce que
le Malien est traité, est soigné dans les hôpitaux, dans les centres de santé publics, conformément à ces textes-là? Si oui, ok. Sinon, qu'est-ce qui manque? Et dans quel centre réellement on a constaté des insuffisances? Et qui doit être interpellé pour résoudre ce problème? Donc ça, c'est au niveau de la santé. Si on va au niveau de l'éducation, on prend les écoles, par exemple, les écoles publiques. Est-ce que tous les enseignants sont présents dans les écoles publiques? Est-ce que tous les enseignants sont là? Est-ce que les élèves qui sont censés bénéficier des cours suivent les cours dans les conditions prévues? Ou encore, quand on va dans les prisons, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les visites de détention, est-ce que les personnes qui sont là-bas sont détenues conformément aux textes de loi, c'est-à-dire aux instruments qui les protègent? Par exemple, je prends l'exemple, ce qu'on appelle l'instrument de référence dans les prisons, c'est les règles Nelson Mandela. Pour qui connaît Nelson Mandela, son célébricisme, le détenu le plus célèbre, donc son nom est donné à une règle, un ensemble de comportements qui doit être observé pour les personnes détenues. Est-ce que cela est respecté? Donc, dans tous les domaines, si on part dans le marché aussi, le prix des denrées de première nécessité, comment est-ce que c'est? Est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est à la portée du peuple? Donc, on observe tout ça, on produit des documents et on alerte qui de droit, c'est-à-dire qu'on formule des recommandations. Voilà ce que nous avons observé et voilà les pistes de recommandations pour améliorer cette situation. Donc, le problème est là, les propositions de solutions, c'est-à-dire qu'on appelle les recommandations, sont là. Donc, voilà à peu près ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous évoluons quotidiennement pour tout ce qui est question de protéger le bien-être du citoyen. En un mot, vous faites attention à ce que la dignité humaine soit respectée dans son intégralité. Respectée dans son intégralité. Merci beaucoup. Moussa, vous avez quelque chose, par exemple, à vouloir éclaircir? Oui, par rapport peut-être à cette histoire des prisonniers, par exemple, qui m'intéresse beaucoup. Et par exemple, est-ce que vous êtes intéressé aux détenus, peut-être qui ont purgé le mandat de détention, parce que souvent il y a certains le nombre d'années de mandat de dépôt qui peuvent aller jusqu'à 1 an, 2 ans sans être devant même allez-y, à une décennie. Oui, pour certains. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes intéressé? Parce que nous, on a relevé beaucoup de cas au MCA. Oui, voilà. Effectivement, par rapport à cela, vous savez, quand on dit qu'il y a la surpopulation carcérale au Mali, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui sont en prison, c'est-à-dire que les prisons sont surpeuplées, il y a assez de monde, c'est, je dirais, 70%, 70 à 75% sont des personnes qui sont en situation de détention comme ça. Et que nous, on appelle détenus arbitraires. Pourquoi? Parce qu'ils sont détenus en violation de la loi. Le code de procédure, par exemple, prévoit, si c'est des délits, le nombre de renouvellement de mandat. Ça doit être renouvelé que 6 mois, 2 fois 6 mois. Okay? Mais il y a des personnes qui peuvent se retrouver à 2, 3, 4, 5 ans. Si c'est des affaires criminelles, le motif de placement, c'est une affaire criminelle, généralement, disons, le code de procédure pénale prévoit que c'est 12 mois renouvelables une fois. Mais je vous dis, on a vu à la MCA, par exemple, il y avait des détenus qui ont passé 15 ans là-bas. Vous voyez? Et c'est par oubli de leur la lenteur de la justice. 15 ans, c'est plus que lenteur. Et bon, la lenteur, malheureusement, c'est une violation de la loi. Ça, il faut le reconnaître. Qu'est-ce que vous faites? Très bien. En de pareilles circonstances, lorsqu'on identifie ce genre de personnes, alors les recense, on prend toutes les informations nécessaires pour leur apporter une assistance juridique et judiciaire. C'est-à-dire, on prend leur procédure en charge et on voit qui de droit, qui est censé les mettre en liberté. Ça, on le fait au quotidien. Et voilà. Soit c'est par des actions de plaidoyer, soit encore... En tout cas, on fait tout quand même pour que la personne puisse recouvrir la liberté le plus tôt. Parvenu à trouver des... Ah oui, ça quand même, je le dis, nous sommes pas plus tard qu'au mois de septembre déjà, courant mois de septembre. Bon, c'est vrai, ça prend du temps les actions, mais au courant mois de septembre, nous avons pu quand même faire sortir 32 personnes. Mais c'est des actions qui ne viennent pas d'un seul coup, qui prennent aussi également du temps. Toute une procédure assez longue. Une procédure assez longue, mais pas plus longue
que le temps d'un procès. D'accord. Voilà. J'ai cru comprendre aussi que vous faites le monitoring de la situation des droits de l'homme, en gros, par exemple au Mali, dans les zones. Vous êtes pas seulement qu'à Bamako, vous êtes aussi dans la région. Vu le contexte actuel, quelle est l'alerte que, par exemple, que vous pouvez faire? En conclusion, Moussa, malheureusement, le temps va nous faire... Sur le terrain, le constat réel est lié à la sécurité, notamment ce qu'on appelle les abus des droits de l'homme. À un moment donné, il y avait les violations des droits de l'homme, mais actuellement, bon, même si ce n'est pas aussi élevé que les abus, parce qu'il y a une différence entre abus et violation. Violation, c'est lorsque c'est un agent de l'État, dans l'exercice de ses fonctions, qui le commet. Et un abus, c'est lorsque une personne qui n'appartient pas à l'État, ça peut être un groupe terroriste, un acteur d'un groupe terroriste, ou encore un acteur d'un groupe signataire de l'accord, par exemple les éléments du CSP, etc. Quand eux commettent, on appelle ça abus. Donc sur le terrain, on constate que c'est ce qui se passe. Mais il s'avère que, bon, voilà, ça dépend des localités aussi. Si on monte vers les régions du centre et du nord, c'est les violations ou bien les abus en lien avec le droit international humanitaire, c'est-à-dire que le droit qui s'applique en temps de conflit, en temps de guerre. L'entrée en Kidal, par exemple, s'il y a eu des actions là-bas qui ne sont pas conformes au droit, on appelle ça droit international humanitaire, parce que c'est fait dans un cadre de guerre. Mais si ce n'est pas... cela, c'est le droit international des droits de l'homme, ou le droit de l'homme simplement. Donc, à partir d'une partie de la région de Ségou jusqu'à Kaï, en général, c'est les violations classiques qu'on constate, notamment l'accès aux documents administratifs ou encore, comme je l'ai dit, les détentions arbitraires. On a pu voir assez récemment, je pense que peut-être que vous avez beaucoup travaillé en ce moment, avec les nouveaux recrues qui veulent rentrer dans la police, l'armée, où il y a eu vraiment une ça, par exemple, à ciel ouvert. Nous, on a, ça, voilà, vous avez vu la discrimination dans l'accès aux documents administratifs. Certains vont vous dire, moi j'ai eu mon casier à 750, d'autres vont te dire, je l'ai eu à 15 000. Vous voyez ce que ça fait? Ça, c'est une discrimination flagrante et une violation même de la Constitution. Parce que le droit de l'homme, d'abord, ça commence à partir de la Constitution. Quand vous prenez chaque Constitution, vous voyez les 21 premiers articles, c'est les droits et devoirs, le titre premier. Et c'est là-bas que vous retrouverez tous les droits de l'homme. L'article premier dit que nous sommes tous égaux. Mais quand on donne à certains à 750 et à d'autres à 15 000, vous voyez ce que ça fait? Donc, tout ça, c'est des aspects. La corruption, la prise illégale d'argent, le déni de santé, le déni de justice, tout ça, c'est des facteurs quand même qu'on constate dans les régions qui sont plus au sud, c'est-à-dire Bamako, Sikasso, Koulikoro, en allant vers Kaï. Mais les régions du nord, quand même, en général, c'est soit les violations ou les abus en lien avec le droit international humanitaire qui sont très récurrentes. Par exemple, l'attaque du bateau Tombouctou, on l'a vu. Oui, ça c'est... Donc, comme je le disais, c'est les abus qui sont plus récurrentes dans ces localités-là, parce que c'est l'œuvre des personnes qui ne sont pas officiellement, qui ne sont pas apparentées à l'État. Donc, il y a assez d'abus. C'est ce qui ressort de nos observations. Donc, nous, on cartographie en fonction des zones, qu'est-ce qui est plus récurrent dans quelle zone. Donc, on a la zone sud, la zone centre et la zone nord. Chaque zone a ses spécificités. Merci beaucoup, M. Diarra. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour finir ce plateau? Que les autorités comprennent que nous sommes dans le même bateau. Notre souhait, c'est la réussite de la transition. C'est le combat de tout le monde, le souhait de tout un chacun, parce qu'il y va de notre secours à tous. Qu'ils le sachent, nous sommes de cœur avec eux, nous les soutenons, mais au moins qu'ils tiennent compte de nos revendications, sinon de nos préoccupations les plus légitimes, notamment l'accès aux services sociaux, dont le plus urgent actuellement est l'électricité. Mais bien entendu, en disant cela, je ne le dis pas en tant que défenseur des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme, on interdit formellement de privilégier un domaine par rapport à un autre, puisque tout est lié. Mais on sait qu'actuellement, notre problème, notre souci le plus grave, c'est vraiment avoir de l'électricité, ne serait-ce que 20 heures par jour. Que 20 heures par jour. Voilà. Merci beaucoup, M. Diarra. Téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons à la fin de notre entretien brut d'aujourd'hui. Nous avons M. Mamadou Lassine Diarra. Il est expert en droit de l'homme, directeur exécutif de droit de l'homme au quotidien. M. Diarra, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau et de faire le décryptage avec nous. Le plaisir est partagé et merci à tous les téléspectateurs de Mandé TV. Et vraiment,
Vous faites un formidable boulot et une très belle émission. Merci beaucoup. Moussa? Oui. Always. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Merci à la Côte d'Ivoire et au Burkina. Merci beaucoup à l'Afrique, merci aux populations du Mali et merci à la population de Kidal, sûrement qui nous regarde. Téléspectateurs de Mandé TV, on se dit à la prochaine. Restez sur nos ondes, allez sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Et merci à la régie qui a assuré cet enregistrement. À la prochaine.